iragile ngira me forora Deme baba ninga fala nebe iragile ngira me forora Imuti mirio kui mede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Quel bonheur d'être en votre compagnie, mesdames, messieurs, ce jour. Nous avons également le plaisir de recevoir sur notre plateau un fin gourmet, un expert en restauration, monsieur Jean-Claude Biba. Monsieur Biba, bienvenue à la CRTVI, votre télévision. Et nous aimerions vous demander de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je m'appelle Jean-Claude Biba. Je suis restaurateur depuis une quinzaine d'années à peu près. J'ai roulé dans pas mal de restaurants. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un restaurant et je suis promoteur d'une école dans le cadre de la restauration. Et entre autres, je suis président d'une association de restaurateurs professionnels et amateurs de Douala. Et comment se portent ces secteurs? D'ailleurs, avant d'entrer dans ce secteur, qu'est-ce que c'est que la restauration? Puisque nous voyons l'hôtellerie, restauration, est-ce qu'il y a une différence? Il faut comprendre qu'il y a une différence parce qu'un hôtelier n'est pas forcément un restaurateur n'est pas forcément un hôtelier, mais comme c'est des troncs communs dans la formation, ils prennent le temps de toucher un peu de partout, ça veut dire qu'un peu d'hôtellerie, dans le cadre par exemple de l'hébergement, c'est des matières qu'ils font. Un peu de la restauration, dans le cadre de l'hôtellerie, ils le font en même temps. Et quand on parle de l'hôtellerie et de la restauration, ça veut dire que la restauration fait partie de l'hôtellerie. Parce que si vous venez dans un hôtel et que vous vivez dans cet hôtel, forcément, il faudrait que vous vous restaurez. Donc, il faut forcément préparer pour vous. C'est en ce moment où l'hôtellerie et la restauration font corps. Et parle-nous un peu vraiment de ce secteur, la restauration. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ben, disons que au niveau du Cameroun, je parlerai principalement au niveau du Cameroun, c'est un métier qui est en train de prendre corps. C'est un métier qui est en train de prendre corps, d'où vous-même vous constatez la prolifération des centres de formation. Mais je pense que jusqu'aujourd'hui, certains promoteurs n'ont pas encore compris. C'est une formation qui peut être porteur de développement dans le pays. Et comment ça? Ben, je prendrai l'exemple, par exemple, des restaurants qui existent au Cameroun. Si nous partons des restaurants classés, des restaurants non classés, des gargotes et autres, nous pouvons avoisiner, si je ne me trompe pas, à peu près 6000 restaurants. Si nous partons du fait que sur les 6000 restaurants qui peuvent exister au Cameroun, chaque restaurant emploie 10 personnes, vous verrez que les restaurants emploient plus que la fonction publique. Oui, vous avez parlé des restaurants classés, les non classés, les gargotes. Qu'est-ce qui fait leur différence entre les classés, les non classés, les gargotes et même les tournes d'eau? Je peux les mettre là-dedans. Disons que dans le cadre des restaurants classés, c'est des restaurants qui sont agréés par le ministère du Tourisme. Oui. Ça veut dire que ces restaurants ont un agrément et le ministère du Tourisme envoie des experts pour vérifier est-ce que ces restaurants rentrent dans la norme. Alors, quand vous rentrez dans la norme, on vous classe. Maintenant, si vous n'êtes pas classé, vous avez toujours le contrôle du ministère du Tourisme. Maintenant, les restaurants hors normes, c'est des gargotes, c'est des mamans qui vendent en bordure de la route. C'est des restaurants qui ne respectent aucune norme. Et qu'est-ce qu'il faut comme condition pour être justement dans cette norme? Parce que ça va permettre à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne sont pas encore bien instruits par rapport à cela, qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour être considéré comme un restaurant normal, entre guillemets. Ouais. Disons qu'au moment du lancement de votre restaurant, le ministère du Tourisme vous envoie une délégation pour le contrôle de sécurité. Est-ce que les sécurités sont respectées? Est-ce que les sorties sont respectées? Est-ce que l'hygiène est respectée? Est-ce que les bâtiments respectent la norme? À partir de là, il y a une commission qui siège
au niveau du ministère du Tourisme, c'est cette commission qui vous octroie l'agrément. Maintenant, tant qu'il manque un élément, vous n'êtes pas agréé. Bon, il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, d'après les statistiques, si je ne me trompe pas, nous sommes à peu près 1000 restaurants agréés au Cameroun. Donc le reste n'ont pas d'agrément. Rentrons donc à la cuisine, si vous le voulez bien. Ouais. Et nous aimerions d'abord savoir qu'est-ce que c'est que bien manger. Quand dit-on qu'on a bien mangé? Qu'est-ce que le corps a besoin de quoi pour qu'il soit à l'aise? Ben, disons qu'il faut d'abord respecter le nombre de calories. Ça veut dire qu'un être normal doit faire à peu près 2400 calories. Dans les 2400 calories, si je vous parlais de code couleur, c'est trop technique. Mais on pourrait quand même en faire allusion. Oui, je vais expliquer quand même terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que si nous rentrons dans la science, ça va être compliqué pour ceux qui n'ont pas fait de la science. Ça veut dire que dans votre repas, vous devez avoir, en fonction des grammages, de la viande, du poisson, du poulet, du riz, des huiles, du fromage, des légumes. Si vous mangez exactement en fonction du grammage requis, vous êtes sûr que tout ce que je viens de vous préciter font partie d'un repas complet. Maintenant, si vous mangez plus de viande, alors que la norme demande que ce soit les féculents, les lipides, les glucides, ainsi de suite, et que vous vous concentrez par exemple aux lipides, vous ne mangez pas complet. Donc il faudra tenir compte que tout ça tient compte d'un certain nombre de grammages. Et ces grammages, ici, je ne pourrais pas les préciter parce que bon, ça va être trop technique. Il faudrait que les gens comprennent que tout ce qu'on mange et qui fait du bien pour le corps, c'est des légumes parce que c'est fibreux et ça retarde quand même tout ce qui est voilà, la concentration à l'estomac. Vous voyez, ça fait que quand vous mangez plus de légumes, vous êtes plus à l'aise. Mais comprenez qu'à côté d'un légume, on peut mettre quand même la matière grasse qui est l'huile, on peut mettre de la viande qui complète, on peut mettre du fromage, on peut mettre des fruits, et ça fait que tout cet ensemble fait que vous êtes complet. Et quand vous regardez comment nous mangeons, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes par rapport au diabète, par rapport à la prise de surpoids. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on ait du surpoids chez nous? On a tendance d'avoir beaucoup de personnes aujourd'hui, presque au-delà de leur poids. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent que tout ce que nous mangeons contient du sucre. L'indice glycémique de chaque aliment, n'est-ce pas, est répertorié. Je ne pourrais pas ici expliquer parce que c'est une très très vaste liste. Mais il faudrait que les gens comprennent déjà que le premier produit dont l'indice glycémique est élevé, c'est de la bière. Nous sommes à peu près à 110. C'est très très élevé. Maintenant, il faut qu'on comprenne aussi que les fruits seuls ne suffisent pas parce qu'il y a des fruits dont les indices glycémiques sont aussi élevés. Par exemple, la banane, par exemple, la pastèque. Donc, tout cela doivent s'approcher, soit voir Internet, rentrer à Internet, interroger à partir de Google, indice glycémique aliments. Ça vous donne exactement quels sont les aliments qui ont un taux de sucre élevé. J'entends parfois certaines personnes dire « Oh, ben, je ne bois pas un top, je ne bois pas une grenadine parce que c'est sucré. » Non. Quand vous rentrez, par exemple, la bière a plus de sucre qu'un jus sucré, un sirop. Ouais. Tout simplement pourquoi? Parce que l'indice glycémique de la bière est très élevé. À partir du sirop, vous avez ce qu'on appelle du saccharose, qui a un indice glycémique moins élevé que la bière. Donc, il faudrait que les gens fassent très attention. Tout ce que nous mangeons, macabo, c'est sucré. Manioc, c'est sucré. Patate, c'est sucré. Igname, c'est sucré. Riz, c'est sucré. Et tout ça se compacte dans notre corps. Et quand nous allons dans un taux élevé de sucre, le diabète est à nos portes. Mais qu'est-ce qu'on devrait donc faire? Parce que dans nos villages, vous trouverez pour un repas un plat de légumes, un plat de manioc. Oui.
Un plat de légumes, un plat de manioc. Je vous ai dit aujourd'hui, par exemple, que les légumes ont des fibres. Oui, mais là, excusez-moi, parce que dans ces légumes, on met le poisson, on met la viande, on met les écrevisses, on met les crevettes. C'est un seul plat. Mais j'étais en train de dire que les légumes, ayant des fibres, ça retarde, n'est-ce pas, la digestion, n'est-ce pas? Parce que par une digestion rapide, nous avons le taux de sucre qui rentre directement dans le sang. Alors, ces légumes, en retardant tout ce qui est sucre, permet quand même au sang d'aspirer lentement ce sucre et de permettre d'éviter quand même le diabète. Et est-ce qu'il y a une manière de cuire ces aliments pour peut-être se départir un peu de l'amidon, du sucre? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que dans les féculents, qu'on veuille ou pas, je ne sais pas comment on peut faire pour laver le macabo pour éviter le sucre. Je ne sais pas comment on peut faire pour laver le manioc pour éviter le sucre. En plus, je vais vous prendre un exemple. Nous avons le manioc avec lequel on fait le minondo ou les bobolos. Ce manioc est lavé, nettoyé, mais le taux de sucre de ce manioc est hyper élevé. Donc, je pense qu'il faut éviter, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, de contrôler son corps dans le cadre du sucre. Et voilà, et nous revenons sur le cas de la restauration au Cameroun. Et les jeunes, parce que vous êtes là depuis 15 ans, comment ça se comporte? Est-ce que les jeunes ont une attirance vers ce secteur? Parce que on a l'impression qu'il faut beaucoup de sacrifices pour faire la cuisine. Le véritable problème, c'est parce que les parents n'ont pas compris effectivement, n'est-ce pas, que c'est un métier porteur. C'est un métier comme un pilote, c'est un métier comme un électricien, c'est un métier comme un journaliste. Les parents pensent que quand un enfant n'a pas réussi ailleurs, il faut l'envoyer faire la cuisine. C'est très difficile, c'est très compliqué. La cuisine aujourd'hui est un peu chimique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je cuisine, par exemple, pour 5 personnes, j'ai une fiche technique que je prépare. Je dis, bon, je vais faire, par exemple, un bongo chobi. Je sais exactement à quelle période je mets mon huile, à quelle période je mets mes condiments, à quelle période je mets mes épices, à quelle période je mets mon poisson. À travers cette fiche technique, si je cuisine pendant 2 ans, je vais vous ressortir le même goût. Donc, il faut déjà être hyper intelligent pour asseoir ce procédé. Maintenant, il faudra comprendre, par exemple, qu'aujourd'hui, on cuisine pour 3 personnes. Vous cuisinez pour 3 personnes. 3 jours après, on vient vous demander de cuisiner pour 1000 personnes. Il y a des calculs à faire. On comprendra, par exemple, que chacun a mangé 200 grammes de poisson et que pour 1000 personnes, il faut multiplier 200 grammes par 1000. Si l'enfant n'arrive pas à comprendre, à effectuer les calculs de la tête, il ne comprendra rien. Donc, il faudrait que les parents comprennent que c'est un métier noble. Et je les exhorte d'ailleurs à faire tout pour que leurs enfants viennent acquérir des connaissances. Oui, vous savez qu'il y a la tradition aussi. Autrefois, on disait que les hommes ne devraient pas aller à la cuisine. La cuisine est réservée aux femmes. Donc, la tendance est renversée. Ben, disons que nous sommes dans un village planétaire. Le Cameroun n'est pas hors du monde. Et à l'époque, les parents vivaient leur période. Aujourd'hui, dans des pays comme, je ne vais citer que l'Afrique, dans les pays comme le Nigeria, dans les pays comme le Kenya, dans les pays comme le Maroc, dans les pays comme la Tunisie, c'est le tourisme qui fait la force. Et qui dit tourisme dit accueil. Qui dit accueil dit restauration. Et qui dit restauration dit bien manger. Donc, c'est des pays qui ont bâti leur croissance dans le cadre de la restauration, dans le cadre du tourisme. On peut le faire au Cameroun. Il suffit seulement qu'on ait de la volonté et tout ira. Et qu'est-ce que vous proposez? Ben, qu'est-ce que je propose? Je propose déjà à l'État d'aider tous les promoteurs des centres de formation, de mettre un accent de contrôle. Est-ce que les programmes sont normalement suivis? Est-ce que ceux à qui on délivre des diplômes, est-ce qu'ils ont des capacités?
Est-ce que ce qu'on enseigne est respecté effectivement quand on est sur le terrain? Passer par beaucoup de formations, je pense que tout ira. Et tout ira dans le meilleur des mondes. Et l'hygiène dans tout ça, c'est dans le contrôle. Parce que souvent, on vous voit quand vous êtes à la cuisine, enfin, je parle des restaurateurs, vous avez un accoutrement, entre guillemets. Pourquoi être habillé de la tête aux pieds, afin avoir même des caches-cheveux? Ben, je dirais que l'hygiène, dans la plupart des cas, n'est pas respectée. Et je vous dis, c'est ce que nous mangeons qui nous rend malades. Ah bon? Oui, c'est ce que nous mangeons qui nous rend malades. Si nous mangeons mal, nous sommes malades. Je prendrai l'exemple d'une tomate. Une tomate ferme et une tomate pourrie ou une tomate cassée, ils n'ont pas le même rendement dans un repas. Je vais sauter ce cadre pour parler par exemple de tout ce qui est froid. Nous savons que pour mieux conserver nos légumes, nous devons tenir nos légumes dans des chambres froides positives autour de 6 à 7 degrés. Combien de structures respectent cela? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Nous devons tenir par exemple nos viandes qui vont être faites sur 2-3 jours sous vide. Sous vide, ça veut dire que nous les fermons à l'aide des plastiques en chassant de l'air. Nous les gardons dans des températures autour de 2 à 3 degrés. Nous pouvons les consommer 4 jours. Une fois que nous les consommons, pas nous les rentrons en congélation. Qui le fait? Pas beaucoup. Nous devons vérifier que tout ce que nous servons est frais. Le poulet, de la viande, du lapin, du poisson. Maintenant, qui le contrôle? Si vous allez dans le système du contrôle, vous verrez qu'il n'y a presque rien. Tout ça fait partie de l'hygiène. Maintenant, le matériel, les locaux, toujours mettre de l'eau de javel, qui le contrôle? Donc, c'est pourquoi j'étais en train de dire que ce qui nous sauve le plus, c'est que ces produits sont généralement cuits à ébullition. À 100 degrés, on a quand même la perte des microbes à 90%. Mais il peut y avoir des microbes qui résistent à 100 degrés et qui peuvent nous rendre malades et nous conduire même à la mort. Maintenant, il faudrait, n'est-ce pas, que les pouvoirs publics sévissent par un contrôle les établissements hôteliers, faire des contrôles inopinés, des contrôles réguliers, voir est-ce que les dates de péremption sont là et tout. À partir de là, nous serons sûrs que nous sommes en train de valoriser notre restauration et notre tourisme. Vous êtes dans le secteur depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé faire pour passer la main aux jeunes? Ben, disons que, comme je vous ai dit tantôt au début de notre émission, je suis promoteur d'un centre de formation. J'ai pris quelques jeunes gratuitement, mais j'ai aussi eu la chance que le ministère de la Formation et de l'Emploi m'a octroyé quelques boursiers et je profite de l'occasion pour remercier le ministre personnellement et dire qu'il faudra davantage pousser des jeunes parce qu'un jeune qui est formé, c'est un emploi qui va être sûr. Parce que si le jeune ne peut pas être embauché, il est capable de créer son petit restaurant. Il est capable, vu la formation qu'il a reçue, de créer son petit restaurant, de se prendre en charge. Et on essaie déjà, à ce jour, j'ai à peu près une vingtaine d'étudiants. Et ce que je fais, c'est que je demande aux autres restaurants, aux autres hôtels, de passer par une formation par alternance. Ça veut dire que ces jeunes font des cours
le lundi, vont à la formation le mardi, reviennent le mercredi, vont à la formation le jeudi. Donc j'exhorte les autres à faire pareil parce que devant une situation, on est sûr qu'on va avoir des produits finis dans un an. Donc il faudrait rassurer également, vous nous rassurez que ceux qui sortent de là auront soit leur propre restaurant, soit travailler avec des établissements déjà bien connus. C'est sûr, vu la qualité de l'enseignement, c'est sûr. Je profite encore pour dire que la restauration, c'est un métier noble. Allez ailleurs voir comment ça se passe. C'est des personnes respectées, c'est des personnes choyées. Donc, au Cameroun, on peut le faire. Donc, Et quelles conditions faut-il remplir pour rentrer dans cette formation? Quel niveau il faut avoir? Ben, disons que généralement, il faut juste avoir un niveau de BEPC. Un niveau quand même qui vous permette de comprendre. Ça veut dire que si je vous dis, nous avons 100 personnes et que chacun puisse manger, je ne sais pas, un plantain, il faudrait que la personne puisse comprendre que pour 100 personnes, il faudra 100 plantains. Donc, il faut quand même que la personne ait un niveau pour comprendre. Et si je n'ai que le CP? Ça va être une formation sur le tas. Une formation sur le tas où vous pouvez passer comme commis de cuisine et progressivement, avec le temps, vous allez apprendre. Mais si vous voulez directement passer comme cuisinier, il vous faut avoir au moins un niveau de BEPC. Et ça, c'est pour l'ensemble de tous ceux qui veulent être cuisiniers dans un temps record. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit ce jour Jean-Claude Beba qui est un fin gourmand et très très bon cuisinier également. Je sais, quand vous vous promenez, qu'est-ce qui vous touche dans la vie, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui vous plaît? Ben, disons que qu'est-ce qui me choque, qu'est-ce qui me plaît? Ben, j'aime ce qui est beau. Oui. Disons que moi, j'ai aimé la restauration, je suis dans la restauration. Quand je rentre, j'aime toujours critiquer au détail. Maintenant, quand c'est beau, ça me plaît. Maintenant, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui me choque? Quand je rentre dans un restaurant, ce que j'aime bien faire, et qu'une hôtesse n'arrive pas à me dire bonjour avec un sourire, je suis nerveux. Oui. Vous interpellez déjà partout, hein, l'accueil a son importance dans la vie. Parce que quand tu entres quelque part et que personne ne s'occupe de toi, à la rigueur, on tourne les talons. Ben, disons que c'est un problème chez nous. C'est un grave problème chez nous. L'accueil, dans tout ce qui est restaurant, représente déjà les 50%. Oui. Je vais vous prendre un exemple comme ça. Vous arrivez chez moi, je viens, je vous accueille par un sourire, je suis gentil, je vous installe. Et même si le repas à la limite est passable, l'accueil vient couvrir tout cela. Figurez-vous, vous venez ici, j'ai le visage marqué, attaché et tout, je ne peux pas vous dire bonjour. Mais parfois même le repas est bon et dans votre subconscient, vous pensez que l'accueil est venu faucher le repas. Oui. Donc ça peut jouer dessus. Parfois, dans l'accueil, quand il est bon et que vous mangez le repas, même s'il est moyen, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est pas moi le problème? Est-ce que? Donc cet accueil vient couvrir tout. Donc j'exhorte tous ceux qui sont dans le métier à comprendre que l'accueil représente à peu près les 50%. Oui, Jean-Claude, nous sommes là, presque c'est la fin de l'année, on fait bombance. Quel conseil? Faut-il tout mélanger? Faut-il choisir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, disons que c'est les fêtes de fin d'année, les gens aiment bien manger, c'est vrai, mais le conseil que je donne aux téléspectateurs, c'est d'aller eux-mêmes faire leur marché pour la qualité, la fraîcheur des produits. Figurez-vous un seul instant que vous êtes chez vous et qu'on vient de vous servir un poulet mort étouffé. Vous le mangez, il est bon, hein, mais il est étouffé. Faites égorger votre poulet. Allez rechercher vos poissons à cause de la fraîcheur. À propos des poissons, comment est-ce qu'on reconnaît un poisson frais par rapport à...
Ben, un poisson frais, pour le reconnaître, il n'est pas difficile. Il faut reconnaître, par exemple, au niveau des écailles. Hein, il est bombé, les yeux sont bombés, il renferme toutes ses écailles, les nageoires sont rouges. Hein, à partir de là, vous comprenez que le poisson est frais. Il faudra comprendre que normalement, les repas, pour les cuisiner, il faudra à peu près 2h30 à 3h de temps. Parce que si vous cuisinez un repas, par exemple pour les fêtes, la veille, il faut tenir compte des méthodes de conservation. Tout à fait. Méthodes de conservation dont beaucoup ne respectent pas. Ça veut dire que autour de 2 à 1 degré, je peux garder les aliments et les consommer 4 jours. Passé 4 jours, il faut les virer. Maintenant, si j'ai peur que ça ne tiendra pas, il faudra congeler ces aliments. Parce qu'une fois congelés, on ne risque presque rien. Maintenant, si vous cuisinez votre repas à 6 h le matin, que vous le laissez dans la marmite, il peut tourner. Et c'est de là où vient l'indigestion. Donc, il faudra que les téléspectateurs puissent respecter ces normes-là. Un repas qu'on veut manger le 24, on peut le cuire le 22, mais il doit rester au frais entre 1 et 2 degrés pendant 3 jours. Maintenant, si vous avez des risques, vous avez peur d'une indigestion, vous congelez votre repas. Et le lendemain ou le jour de fête, vous réchauffez, vous le mangez sans problème. Maintenant, la troisième façon, c'est de le cuisiner 2 heures avant, 2h30 avant, en tenant compte que nous n'avons pas ce qu'on appelle les machines de refroidissement rapide. Oui. Donc nous utilisons le refroidissement naturel sur 2 heures de temps. Je pense que le repas ne tournera pas. Oui. Mais parce qu'il fait aussi très chaud, en ce moment, on se rend compte que les repas ne tiennent pas beaucoup. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte, par exemple, que si je décide de faire du poisson, mon poisson il est à part, ma sauce est à part. Je ne le mélange que quand je sens qu'on est prêt à le manger. Parce que généralement, c'est la sauce qui tourne. Oui. Vous voyez, donc il faut tenir compte de tout cela. Et le riz? Ben, le riz, il n'y a pas de problème. Hein. Le riz, une fois que le riz est cuit, il a à peu près 1h30, 2 heures de temps pour refroidir. Hein, donc il n'y a pas de problème. La restauration au Cameroun, c'est le métier d'avenir. La restauration au Cameroun, c'est le métier qui va propulser les jeunes. Que la restauration au Cameroun, c'est le métier qui permet aux jeunes de s'exprimer. Qu'ailleurs, pour faire des cours dans le cadre de la restauration, c'est 10 000 €, c'est 20 000 €, c'est 30 000 €. Donc, il est temps que les parents puissent comprendre que les jeunes peuvent bien s'exercer dans ce métier. Donc, c'est mon message de fin. Parce que vous êtes heureux, vous aussi, dans ce métier. Ben, je dis que le métier me nourrit, le métier nourrit ma famille, et après, je vais passer la main. Donc, il faut quand même crier de la relève. Merci, Monsieur Jean-Claude Buba, d'être passé par là. Quel fruit de préférence? Ben, disons qu'on a quand même un panel de fruits, on a tellement de fruits au Cameroun. Moi, ce que j'aime bien, c'est des ananas, c'est des pastèques, c'est des papayes. Pour des assiettes de fruits, on peut faire des fruits tranchés de saison avec ces 3 fruits. Ces fruits tranchés que nous offrons à l'équipe de Manuel Savoir sous la houlette de Martin Kay. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention comme d'habitude. Monsieur Buba, bonne fête, surtout bon vent. Merci beaucoup, Madame Albert Marie-Tony.